Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir choisi cette formation cet après-midi pour favoriser l'efficacité collective de votre équipe école. Alors, mon nom est Nancy Roy-Alloune et pardon, mon nom est Nancy Roy-Alloune et je suis consultante pour l'équipe de Jigsaw Learning et aussi pour le consortium provincial francophone pour le perfectionnement professionnel. Et puis, mon travail comme consultante pour ces deux organisations consiste essentiellement à appuyer les écoles dans la mise en place d'une approche collaborative pour justement répondre à la diversité des besoins des élèves à l'école. Alors, pourquoi devrions-nous favoriser l'efficacité collective? Alors, c'est la première question qu'il faut se poser. Et ce que la recherche nous dit, en fait, vous voyez ici à l'écran la référence de Hattie sur les facteurs qui influencent le plus le rendement des élèves. Et ce qui vient en tête de liste, c'est l'efficacité collective du personnel enseignant, donc un effet d'ampleur de 1,57, ce qui est très, très grand comme effet d'ampleur. Donc, peut-être, comme vous savez certainement, un effet d'ampleur de 0,4 a un impact positif sur la réussite des élèves. Donc, plus on passe le 0,4, plus on a de chances d'avoir un impact sur la réussite des élèves qui nous sont confiés. Alors, l'efficacité collective du personnel enseignant est vraiment important. Donc, de favoriser l'efficacité collective, c'est un élément important quand on a un rôle de leadership au sein de l'école. Alors, les normes de qualité, la norme de qualité nous parle de 9 compétences et puis tout au long de cette présentation, vous pourrez voir des liens avec ces 9 compétences-là. Donc, vous pourrez comprendre l'importance de chacune des composantes que je vais vous présenter par rapport aux compétences requises. Alors, d'où vient cette idée de vous offrir cette formation sur l'efficacité collective? Eh bien, ça provient d'abord d'une recension des écrits que j'ai fait pour un projet de maîtrise. Donc, j'ai fait un projet de maîtrise sur la collaboration. Et puis, ma question de recherche était jusqu'à quel point la structure collaborative au sein d'une équipe école comme moteur de développement professionnel a un impact sur les pratiques des enseignants et aussi sur la réussite des élèves. Donc, à partir de cette recension des écrits et de mes expériences personnelles comme direction d'école ou comme conseillère ou consultante et de mes observations, eh bien, j'ai essayé de mettre les morceaux ensemble pour vous présenter de façon un peu simple mais et symbolique l'impact de chaque élément dont je vais aborder aujourd'hui. Alors, c'est certain que mon travail consiste vraiment à développer l'approche collaborative au niveau provincial. Donc, quand je travaille avec les équipes, on développe 3 grands morceaux, la structure et le processus collaboratif, le continuum de soutien, qu'on appelle aussi la pyramide d'intervention, et on travaille aussi avec les données et les preuves d'apprentissage. Donc, tout au long de la présentation, je ferai aussi référence à ces 3 morceaux, ces 3 éléments essentiels d'une approche collaborative. Alors, pour bien illustrer les éléments que je veux aborder avec vous aujourd'hui, je vais utiliser le pendule de Newton. Alors, le pendule de Newton, par ses mouvements, favorise l'action réciproque. Alors, vous avez certainement déjà vu un pendule de Newton. Euh, En fait, je vais vous montrer un pendule ici. Alors, vous avez certainement déjà vu un pendule de Newton et son action réciproque. Donc, que quand on active une bille, ça a un effet sur chacune des billes et ça produit ce qu'on appelle un, un mouvement qui favorise l'action réciproque. Alors, pour illustrer les grandes idées de l'efficacité collective, aujourd'hui, je vais utiliser le pendule de Newton.
Alors, chaque bille va représenter un élément de ma formation. D'abord, la bille 1 va représenter la réussite des élèves. Ensuite, la bille 2 va représenter la pédagogie, les pratiques pédagogiques des enseignants. La bille 3, elle, représentera la collaboration. Donc, la bille 3, c'est celle qui est au centre. Donc, celle qui est vraiment au centre de... Et c'est elle qui représente la collaboration de l'équipe école. Ensuite, la bille 4 représente le leadership pédagogique et finalement, la bille 5 représente l'apprentissage professionnel. Je vais utiliser le terme apprentissage professionnel. Ça pourrait être perfectionnement professionnel, développement professionnel, mais pour cette présentation, je vais utiliser le terme apprentissage professionnel dans un sens plus large et plus inclusif. Donc, la bille numéro 1, la réussite des élèves. L'objectif de chaque enseignant, c'est vraiment de voir ses élèves vivre des réussites. Comment peut-on constater la réussite et comment peut-on voir les défis de nos élèves? Eh bien, habituellement, on peut faire ces constats en recueillant et en analysant les données des apprentissages des élèves. Alors, quand on recueille et qu'on analyse des données, eh bien, ça guide nos interventions, ça peut cibler les élèves et leurs besoins. Donc, on est capable de voir dans nos élèves qui sont nos élèves à risque et quels sont leurs besoins. Ça nous permet aussi d'ajuster nos pratiques comme pédagogues et ça nous permet de souligner nos succès. Alors, de constater ce que l'on fait, ce que l'on fait de bien et où est-ce qu'on a fait du bon travail pour favoriser la réussite des élèves. Alors, la question pour analyser les élèves, pas pour analyser les élèves, mais pour analyser les données, c'est vraiment, il y a des questions qu'il faut se poser. Alors, quand on analyse nos données de nos élèves, il faut se demander quels sont les points forts qui ressortent des données. Alors, qu'est-ce qu'on observe qui est bon? Quelles sont nos préoccupations? Donc, c'est où nos points faibles? Donc, c'est où que nos élèves réussissent moins bien? Il faut aussi essayer d'organiser nos données pour pouvoir mesurer le progrès. Alors, d'être capable de voir en cours de route, de mesurer les progrès de nos élèves. Donc, ne pas nécessairement attendre d'avoir l'analyse des résultats de rendement, par exemple, pour pouvoir mesurer nos progrès. On peut partir de cette analyse-là, mais ensuite, en cours de route, tout au long de l'année, comment on peut mesurer si ce qu'on fait a de l'impact et si ce qu'on fait permet aux élèves de cheminer efficacement. Et la dernière question, c'est qu'il faut se poser, à la lumière de ce qu'on a analysé, quelles sont les prochaines étapes que l'équipe pourrait explorer? Alors, qu'est-ce qu'on devrait regarder comme équipe pour répondre à nos préoccupations? Alors, qu'est-ce qu'on devrait ajouter, modifier, adapter ou mettre en place dans nos pratiques pédagogiques pour répondre aux besoins et aux préoccupations de nos élèves? Donc, pour favoriser cette première bille qui est la réussite des élèves. Alors, pour pouvoir entamer cette discussion en équipe, école, il faut être capable de se questionner, donc de mettre en place, d'avoir un cycle d'enquête. Et ici, je me réfère au cycle d'enquête que j'ai adapté des recherches de Timberly. Alors, le premier élément qu'on voit ici, c'est vraiment de quelles connaissances et compétences les élèves ont-ils besoin? Alors, il faut commencer par se questionner sur ça. Et ensuite, on va passer à travers je vais passer rapidement à travers les bulles vertes. Donc, une fois qu'on a analysé les résultats des élèves, on se dit, OK, mais qu'est-ce que nous, on a besoin? Qu'est-ce que les enseignants et la direction ont besoin pour appuyer cet apprentissage? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Quelle action? Et finalement, on va regarder les impacts de nos actions. Alors,
La réussite des élèves, analyser les données des élèves, c'est un peu comme le début et la fin du cycle d'enquête. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin au début et qu'est-ce qu'on a comme impact? Et partir de ces impacts-là, remet en marche ce cycle d'enquête. Donc, il faut toujours être en train de se questionner. C'est pour ça qu'il faut le faire sur une base régulière, donc ne pas nécessairement attendre à la fin de l'année avec l'analyse de nos examens ou en début de l'année, mais en cours de route. Alors, lorsqu'on est capable de cibler les défis clés qui proviennent des évaluations, alors oui, on peut regarder les notes, mais aussi on devrait être en mesure de cibler c'est quoi le défi clé. Donc, nos résultats mathématiques sont, on doit améliorer nos résultats mathématiques. Maintenant, allons plus loin et ciblons le défi clé de nos élèves en mathématiques. C'est dans quel domaine qu'ils ont un défi euh, qui nous démontrent qu'ils ont plus de difficultés. Alors, oui, une évaluation globale, mais ensuite cibler, donc diagnostiquer, si on veut, euh, qu'est-ce qu'on a besoin. Et cette analyse-là de cibler nos défis clés nous permet d'initier aussi une analyse de nos pratiques pédagogiques. Alors, si c'est ça le défi clé, qu'est-ce qu'on va faire dans nos pratiques pédagogiques pour améliorer, pour enrichir ce défi? Alors, pour ce faire, on devrait être capable d'aller, euh, excusez-moi, oui. Alors, pour ce faire, il y a deux moyens d'activer, si on veut, la première bille qui est la réussite des élèves. Alors, pour activer cette première bille, on peut l'activer avec des célébrations. Alors, constater les succès des élèves. Alors, regarder nos données et voir où est-ce qu'il y a du progrès, où sont les succès des élèves et faire le point sur les pratiques mises en place pour arriver à ce succès. Alors, nos élèves ont bien réussi ou nos élèves se sont améliorés ou cet élève, on peut aussi parler d'un élève individuellement, s'est amélioré euh, dans tel ou tel domaine. Maintenant, oui, c'est bien de constater le succès de l'élève. Maintenant, il faut aussi se poser des questions. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Qu'est-ce que j'ai fait comme enseignant? Qu'est-ce qu'on a fait comme équipe pour arriver à ce succès, pour appuyer ce succès? Quelle stratégie? Alors, favoriser la mise en commun des pratiques efficaces au sein de l'équipe. Les célébrations, oui, mais comme le démontre le cycle d'enquête de Timberley, c'est aussi pour aligner, pour mettre en place nos prochains pas. Alors, constater les défis aussi, donc dire, OK, maintenant, quels sont les défis? Quels sont les défis ciblés? Et se questionner, commencer à questionner nos pratiques. Alors, quelles pratiques, quelle stratégie, quelle intervention peut-on mettre en place pour appuyer nos élèves face à ce défi que nous avons ciblé? Alors, cette première bille est donc activée. En fait, les célébrations, comme l'indique une citation ici, ça apporte une énergie collective. Donc, ça nous permet de dire, wow, nos élèves se sont améliorés. Qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer? Puis maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut modifier dans nos pratiques pour voir encore d'autres succès survenir? Ça, c'est pour la première bille. La deuxième bille dont je vais parler, c'est les pratiques pédagogiques des enseignants. Évidemment que quand on regarde les données des élèves et qu'on entame le processus, on met l'action du pendule de Newton en marche, la première chose à regarder pour démarrer ce processus, c'est la réussite, les besoins des élèves. Maintenant, cette première bille vient toucher les pratiques pédagogiques des enseignants. Alors, orienter. Donc, nos pratiques devraient être orientées vers les besoins des élèves, les résultats des élèves, comme on a vu avec la première bille. Ça devrait aussi être une responsabilité partagée. Alors, comment on peut, comme équipe, améliorer ces pratiques pédagogiques-là? Nos pratiques pédagogiques devraient être fondées sur des demandes
Et puis, ça devrait aussi venir d'une action concertée, donc au sein de l'école. Quelles sera les pratiques pédagogiques que l'on veut mettre en place? Les écoles des écoles avec qui j'ai travaillé ont analysé les résultats des élèves, ont constaté des défis en littératie, par exemple, école élémentaire, ont constaté des défis en littératie, se sont donc concentrés, donc ils ont regardé qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme équipe école pour répondre aux besoins des élèves en littératie, commencer à regarder euh, quelles sont les pratiques appuyées par les données probantes qui pourraient nous aider à faire avancer et harmoniser nos pratiques au sein de l'école. Pour ce faire, pour pouvoir améliorer les pratiques, pour pouvoir analyser les pratiques d'une équipe école, on peut utiliser le continuum de soutien. Alors, comment on va déterminer les pratiques pédagogiques efficaces à mettre en place pour la réussite des élèves? Eh bien, ça va être avec un continuum de soutien. Au sein d'une équipe école, on peut développer un continuum de soutien afin d'orienter nos actions, donc tous ensemble, de favoriser notre efficacité collective. Alors, les questions qu'il faut se poser lorsque l'on développe son propre continuum de soutien, c'est quoi les pratiques efficaces universelles qui sont appuyées par la recherche dans le domaine que l'on veut améliorer? Par exemple, si on veut travailler, on a fait un constat que nos élèves avaient des défis en littératie. Quelles sont les pratiques efficaces que l'on peut mettre en place? Alors, les pratiques efficaces sont au niveau 1. Donc, dans le bas de notre pyramide, quels seront les incontournables de notre école? Quelles seront les pratiques que l'on verra dans toutes les salles de classe en place euh, pour favoriser ce qu'on veut mettre en place pour améliorer la réussite des élèves? Ensuite, on va se questionner, est-ce qu'on est outillé pour mettre en place ces pratiques? Est-ce qu'on a les ressources matérielles? Est-ce qu'on a les ressources en temps? Et est-ce qu'on a les connaissances pour mettre en place ces, euh, ces pratiques? Alors, ce que l'on doit se poser comme question aussi, c'est, euh, qu'est-ce que ces pratiques devraient amener à l'équipe école et comment on va les développer? Alors vraiment, quand on développe un continuum de soutien pour favoriser l'efficacité collective, on se concentre sur le niveau 1 et sur le niveau 2. Donc, quels sont les contournables au sein de notre école, donc les pratiques universelles, et quelles sont les stratégies que l'on peut mettre en salle de classe pour favoriser euh, ces pratiques-là. Pourquoi il faut mettre cet accent-là? Parce qu'il s'est démontré que les stratégies qui sont mises en salle de classe sont celles qui ont le plus d'impact sur la réussite des élèves. Mais comment on peut appuyer notre équipe pour pouvoir arriver à ces résultats? Alors, c'est une démarche que l'on peut faire en équipe école, qui devrait être faite en équipe école. Alors, selon l'analyse de nos résultats, on développe notre continuum de soutien. Et en équipe, vous voyez ici des images de différentes écoles qui ont travaillé au développement de leur pyramide ou du continuum de soutien là, et qu'ils ont mis en place. Comme on devrait se questionner sur quelles seront nos pratiques incontournables. Donc, qu'est-ce qu'on va voir partout dans notre salle de classe? Ensuite, au niveau 2, qu'est-ce qu'on va se poser comme quelle stratégie on va mettre en place dans notre salle de classe pour pouvoir favoriser la réussite de nos élèves et ainsi de suite, développer un continuum de soutien. Le continuum de soutien, eh bien, c'est vraiment toutes les pratiques, toutes les interventions et toutes les stratégies qui sont efficaces, que l'on peut mettre en place ou que l'on veut mettre en place au sein de notre école. Et vous allez voir plus tard, ce continuum de soutien a aussi un impact sur la dernière bille dont je vais parler tout à l'heure,
sur les apprentissages professionnels des apprentissages professionnels des enseignants. Donc, en développant son continuum de soutien et en le mettant en application au sein de l'école, on est capable aussi de constater où sont les besoins de notre équipe au niveau des apprentissages professionnels pour favoriser toujours, pour mettre en action la première bille qui est la réussite des élèves. Alors, ça, c'est, je vais juste revenir en arrière, je m'en excuse. Pardon. Je voulais juste revenir à une citation ici que je trouvais intéressante. Euh, il est essentiel que les pratiques qu'on veut implanter dans l'école soient fondées sur les données probantes, mais aussi qu'il y ait un processus d'accompagnement. Donc, si on décide de mettre en place des pratiques efficaces, on dit, OK, maintenant, on va mettre en place, on voudrait voir dans chaque salle de classe, au sein de notre école, on va vraiment travailler l'enseignement explicite des stratégies de lecture. Eh bien, oui, c'est une pratique qui est fondée sur les données probantes, mais j'aime beaucoup l'autre partie aussi qui est important à tenir en considération, qui est-ce qu'on a un processus d'accompagnement systématique pour favoriser cette démarche professionnelle, pour favoriser ces pratiques professionnelles, ces pratiques efficaces chez les enseignants? Donc, c'est vraiment important de s'y pencher comme leader, de se poser cette question. Oui, on dit à nos enseignants, mettez en place, puis je donne l'exemple de l'enseignement explicite, mais est-ce qu'on sait comment faire un enseignement explicite des stratégies en lecture de façon efficace? Et est-ce qu'on accompagne notre personnel dans cette démarche pour mettre en place ces pratiques efficaces, ces pratiques pédagogiques efficaces? Alors, ça, c'est pour la deuxième bille. Donc, cette deuxième bille, comme je vous ai dit, première bille, réussite des élèves, deuxième bille, pratique pédagogique. Et troisième bille, celle qui est au centre du pendule de Newton, c'est la collaboration de l'équipe école. Et elle est au centre parce qu'elle était aussi le centre de ma question de recherche, mais aussi parce qu'elle favorise l'action des autres billes. Vous comprendrez que j'enlève, si j'enlève la bille du centre, qui est la collaboration, eh bien, il y aura un manque, il y aura un espace ici pour activer les autres billes et pour activer ce processus d'efficacité collective. J'essaie de vous le montrer comme il faut. Alors, la bille du centre, qui est la collaboration qu'on va aborder ici, elle est vraiment très importante pour favoriser cette action entre les billes. Alors, la collaboration de l'équipe. D'abord, il faut avoir des croyances de base pour établir un processus collaboratif, euh, au sein d'une équipe école. Les quatre croyances de base qu'on devrait prendre en considération, c'est que tous les membres du personnel devraient croire que tous les élèves peuvent apprendre. Donc, croire en l'éducabilité de tous nos élèves, qu'ils soient nos élèves les plus forts, nos élèves à risque, nos élèves ayant des besoins particuliers. L'autre croyance de base, c'est que les enseignants ont la plus grande influence sur l'apprentissage des élèves. Donc, c'est très important de mettre l'accent sur cet élément-là parce que c'est démontré que c'est les enseignants qui ont le plus grande influence, donc ceux qui travaillent de plus près avec les élèves qui ont le plus grande influence sur l'apprentissage de ceux-ci. La troisième croyance, c'est que les écoles, on ne peut pas travailler, on ne peut pas atteindre des hauts niveaux si on travaille tous chacun seul dans notre salle de classe. Donc, si on veut atteindre un niveau élevé de réussite, il faut briser l'isolement et travailler davantage ensemble. Et la quatrième et non la moindre, le leadership
donc l'équipe de leadership est responsable de mettre en place des structures collaboratives. Alors, ça nous ramène aussi à la norme de qualité, qu'on va parler aussi un peu plus tard, mais de l'importance que les leaderships favorisent la collaboration au sein de l'équipe. Alors, comment on peut, quand on parle de collaboration, je travaille avec plusieurs écoles à développer une approche collaborative et il y a tout un continuum de collaboration. Et j'aime bien ce visuel qui est tiré du projet Savoir qui nous démontre ce continuum de collaboration. Alors, la collaboration, c'est vraiment de travailler en interdépendance, donc ce que vous voyez au bout du continuum. Et puis, souvent, les écoles vont me dire, ah, nous, on est une petite école ou on est vraiment une bonne équipe, puis on collabore beaucoup. Mais dans ce continuum-là, vous pourrez constater qu'il y a une différence entre la collégialité et la collaboration véritable. Donc, au départ, les gens collaborent ou s'entendent bien, si on veut, dans leur équipe. Il y a beaucoup d'échanges d'histoires, des échanges de vie, on s'échange des idées aussi. Donc, on s'aide après l'école, un enseignant va aider l'autre. C'est très positif et je n'enlève rien à tout ça. Mais vraiment, il faut essayer d'aller aussi plus loin que ça, d'aller vers ce qu'on appelle l'interdépendance. Donc, la collégialité, c'est davantage l'apport d'un conseil d'assistance. Donc, je vais te donner des conseils, je vais t'aider. Je vais assister à des formations, on va travailler ensemble sur des échanges d'idées, des échanges de matériel. Et quand on parle de collaboration, c'est vraiment du travail conjoint, du travail collaboratif. C'est de s'asseoir ensemble pour résoudre un problème, pour avoir vers un objectif commun. Donc, OK. Alors, les éléments essentiels pour favoriser la collaboration, eh bien, d'abord et avant tout, les éléments essentiels, et je devrais dire, pour, pour une bonne rencontre collaborative. Parce qu'une rencontre collaborative efficace, c'est d'abord une rencontre qui est centrée sur un objectif commun. Donc, on est ensemble, une gang d'enseignants, avec des aides-élèves, tout le monde est autour de la table, une équipe autour de la table, vers un objectif commun qui est souvent cet objectif ciblé à partir des données que l'on a eues sur les élèves. Donc, on revient encore à l'activation de cette première bille sur la réussite des élèves, sur les besoins qu'ont nos élèves. Donc, notre objectif d'abord de départ de notre rencontre fait référence aux besoins de nos élèves et on s'en va tous dans la même direction, on a tous le même objectif. Une rencontre collaborative aussi, un des éléments essentiels, c'est d'être axé sur l'action. Donc, cette rencontre est autour de cet objectif et on va mettre à la fin de chaque rencontre des actions en place. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour appuyer nos élèves dans les prochaines semaines? Donc, axé sur l'action. Autour de la table, il y a une implication maximale du personnel. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être les 25 enseignants, tout le monde ensemble, mais si on parle de nos élèves de 7e, 8e et 9e année, eh bien, on a autour de la table les enseignants et possiblement les aides-élèves de 7e, 8e et 9e année qui travaillent auprès de ces élèves-là. Alors, la direction devrait aussi faire partie de cette rencontre collaborative pour pouvoir entamer et favoriser ce processus collaboratif. Les rencontres collaboratives devraient aussi être intégrées dans l'emploi du temps dans le calendrier de l'école. C'est-à-dire que les enseignants, le personnel de l'école est beaucoup plus ouvert à la collaboration quand c'est intégré dans leur horaire du temps, quand on y a fait une place dans l'horaire. Donc, pas à 7 heures le matin,
ou de 5 heures à 6 heures le soir après une longue journée de travail. Il y a beaucoup d'écoles, il y a des conseils scolaires avec qui je travaille qui ont décidé de mettre ça dans leur calendrier. Donc, au niveau du conseil, on a mis des journées systémiques, donc des journées de collaboration pour favoriser cette démarche-là. Il y a des écoles qui ont choisi de mettre dans leur journée pédagogique leurs rencontres collaboratives. Et il y a aussi des écoles qui ont qui ont trouvé des solutions très différentes pour pouvoir assurer cette collaboration. Donc, ils vont mettre au sein de leur école, ils vont faire des activités comme par exemple les élèves de maternelle à troisième année vont travailler, vont faire de la lecture avec les élèves de 4, 5, 6 pendant que les profs font une rencontre collaborative et vice-versa. Bon, je sais que la situation actuelle ne favorise pas cet échange de cohortes, mais il y a différentes possibilités comme ça qu'on peut regarder. Des fois, il faut penser un petit peu à l'extérieur de la boîte, mais il faut vraiment garder en tête que ça devrait être intégré. Donc, ce temps est protégé, intégré au calendrier de l'école. On devrait aussi mettre un processus formalisé, donc avoir des normes de rencontre, avoir un ordre du jour de nos rencontres, savoir de qui on va parler, de quoi on va parler par rapport à notre objectif. Il est aussi très bien d'avoir un repère visuel des élèves, donc de savoir visuellement de quel élève on parle et d'avoir aussi visuellement les notes de la rencontre et les tâches de cette rencontre. Donc, puisque c'est centré sur l'action, on devrait s'assurer que les actions sont bien comprises, que les responsabilités de chacun des membres de l'équipe sont notées dans notre document de rencontre. Alors, c'est important de formaliser la rencontre collaborative pour que ce soit le plus efficace possible. Alors, je fais référence à ce morceau quand on développe une approche collaborative. On doit d'abord s'assurer d'avoir en place des structures et des processus collaboratifs. Et ces structures et processus-là, c'est un gros morceau du casse-tête que je vous ai présenté au début. Donc oui, c'est un élément essentiel parce que sans rencontre efficace, la collaboration ne se fait pas aussi facilement. Donc, favoriser l'efficacité collective, c'est aussi mettre en place une structure collaborative. On peut analyser les résultats des élèves, première bille. On peut faire un continuum de soutien, regarder nos pratiques comme enseignants. Mais si au centre, on n'a pas de temps pour se rencontrer, pour en discuter, pour ajuster nos pratiques, pour regarder de façon constante les données de nos élèves, eh bien, on n'active pas ce momentum d'efficacité collective. Alors, quand on fait, on développe notre structure et notre processus, on tient compte des éléments que je vous ai présentés et on discute de solutions possibles. On discute aussi, on se questionne à partir des données des élèves. Les données alimentent nos conversations et on se questionne sur nos pratiques pédagogiques et ce qu'on peut faire de mieux ou ce qu'on peut faire différemment pour pouvoir répondre aux besoins des élèves. Et c'est autour de cette table et en discutant que l'on bâtit l'efficacité collective. Alors, quel est l'impact de l'approche collaborative? Depuis les dernières années, avec les équipes avec qui j'ai travaillé, avec l'équipe de Jigsaw Learning, on a, on a commencé à amasser des données pour mesurer l'impact de l'approche collaborative sur les élèves. Alors, l'approche collaborative a démontré que quand on met en place une approche collaborative, on a une attention qui est portée davantage à chacun des élèves. On met aussi beaucoup l'accent sur les relations positives parce que puisque dans nos rencontres, on parle des élèves et qu'on voit visuellement les élèves, on connaît davantage nos élèves, ça augmente le taux de réussite, ça augmente les résultats des élèves et aussi ça augmente l'enrichissement
des élèves. Donc, parce qu'on parle autant de nos élèves à risque que de nos élèves forts dans la rencontre collaborative pour pouvoir enrichir ces élèves-là aussi. Et le constat, c'est vraiment aussi qu'il y a une diminution, pardon, des références à l'externe. Donc, on est capable, en équipe, collectivement, de répondre aux besoins de nos élèves. Quel impact ça a sur la collaboration? Quel impact elle a sur le personnel de l'école? Alors, ça d'abord augmente le niveau de confiance dans l'équipe. Ça augmente aussi les habiletés de leadership parce que tout le monde a sa place autour de la table. Les idées de tous sont bienvenues et on bâtit ce leadership-là. Ça donne un sens de responsabilité partagé. Et puis, chez les enseignants, ça augmente aussi les compétences pédagogiques. Donc, ça favorise les pratiques efficaces pédagogiques. Ça développe des relations authentiques au sein de l'équipe et ça favorise l'engagement de toute l'équipe école et un investissement dans la réussite des élèves au sein de toute l'école. Donc, c'est plus nécessairement ce qu'on entend concrètement dans les écoles, ce n'est pas mes élèves, mes élèves, mes élèves, c'est davantage une conversation qui parle de nos élèves. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos élèves? Parce que on part des données de nos élèves et collectivement, on essaie de mettre en place des pratiques, des stratégies efficaces pour répondre aux besoins de nos élèves. Alors, ces rencontres collaboratives, ben, je l'ai dit, c'est vraiment une façon de soutenir. Oui, on parle des élèves, on parle des défis des élèves quand on parle de collaboration, on veut la réussite de nos élèves, mais on remet aussi en question nos pratiques pédagogiques et on se soutient comme équipe. Alors, dans une rencontre collaborative efficace, on devrait pouvoir observer des enseignants qui, qui s'appuient, donc devraient voir un coaching partagé. Je vais t'aider dans ça, tu vas m'aider dans ça. On va développer ça ensemble, on va améliorer cela ensemble. Donc, c'est ce qu'on peut observer d'une rencontre collaborative. Mais je crois que je ne peux pas passer cette bille sur l'approche, sur la collaboration, sans dire que pour qu'une équipe collaborative soit efficace, il doit d'abord y avoir un sentiment de sécurité, de confiance et de respect au sein de celle-ci. Donc, il faut être capable, comme collègue, il faut être capable d'être assis autour de la même table et de se sentir en sécurité. Donc, si moi, je suis une nouvelle enseignante et que j'éprouve des difficultés à enseigner telle stratégie, eh bien, si je suis dans une équipe où il y a un sentiment de sécurité, de confiance et de respect, je vais être capable de dire les défis que je rencontre. Si ce sentiment n'est pas en place, eh bien, il y a des chances que je ne voudrais pas apporter mon problème et tout l'aspect collaboratif de, de travailler autour d'une problématique commune se dissout si on n'a pas ce sentiment de sécurité et de confiance et de respect au sein de l'équipe. Alors, c'est très important, comme leader, d'y réfléchir, de se questionner et peut-être d'être plus objectif dans nos rencontres, de prendre le temps d'observer qui parle dans nos rencontres. Est-ce que tout le monde parle ou est-ce que c'est vraiment toujours la ou les mêmes personnes qui partagent? Parce que si ce n'est pas tout le monde qui a une voix, il faut vraiment réfléchir à comment on peut amener toute l'équipe ensemble à avoir ce sentiment de sécurité et de partage et de confiance. Alors, ça, c'était la troisième bille, la bille qui était au centre du pendule. La quatrième bille, c'est le leadership pédagogique. Alors, 2 compétences pour le leadership scolaire. Alors, il faut d'abord, comme leader, faire preuve de leadership visionnaire et comme leader, il faut aussi renforcer les capacités de leadership de notre équipe, donc au sein de notre équipe. Et quand je parle de leadership pédagogique,
Je parle de pas nécessairement d'être direction d'école. Je peux avoir un rôle de leadership pédagogique dans mon école et être une enseignante dans une classe de deuxième année, mais je peux, avoir des capacités de leadership qui peuvent être bénéfiques pour l'ensemble de mes collègues. Alors, ces 2 compétences-là, on les retrouve dans la norme de qualité du leadership de Alberta Education et je trouvais que c'est vraiment important pour cette 4e bille d'y porter une attention particulière. Alors, faire preuve d'un leadership visionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est être un leader pédagogique, alors connaître sa pédagogie, pouvoir soutenir, offrir un soutien organisationnel. Alors oui, on veut être des leaders pédagogiques. Comment on va offrir ce soutien organisationnel? Et quand je pense dans le cadre de cette présentation, je vais parler beaucoup du soutien organisationnel, donc comment je peux mettre en place une structure collaborative et des processus collaboratifs au sein de mon école pour pouvoir offrir ce soutien à mon équipe. Comme leadership visionnaire, il faut aussi s'appuyer sur les données probantes. Il faut être capable aussi de bâtir un climat positif d'interdépendance, donc de collaboration, et finalement, de développer des relations de confiance avec notre équipe. Alors, ici, encore une fois, une citation, donc l'apprentissage des leaders au sujet de l'amélioration des résultats des élèves à travers l'apprentissage des enseignants dépend de l'intégration des dimensions du cycle d'enquête. Donc, est-ce qu'on est capable, comme leader visionnaire, nous-mêmes, de se questionner? Donc, de passer à travers le cycle, comme je vous ai montré en début, le cycle de Timberley, de dire, est-ce que, comme leader, je suis capable de me poser des questions? Donc, de me poser les questions. De quelles compétences ont besoin mes enseignants? De quel appui ils ont besoin? Qu'est-ce que moi, comme leader, j'ai besoin de développer pour pouvoir mieux appuyer, accompagner mon équipe école dans ce processus et quelle action je vais mettre en place pour pouvoir m'améliorer et faire de moi un leader visionnaire. Alors, il faut aussi renforcer les capacités de leadership. Ça, c'est l'autre volet. Donc, il faut être un leader, mais il faut essayer de renforcer les capacités de leadership de notre équipe. Alors, pour ce faire, il faut créer des occasions pour les enseignants de prendre du leadership. Donc, la rencontre collaborative est vraiment un élément central pour favoriser, pour que des gens prennent davantage de leadership dans ça. Il y a aussi plein d'autres occasions où vous pouvez offrir la possibilité aux enseignants, à des membres de votre personnel de prendre du leadership. De modeler les compétences d'un leader, donc il faut que nos babines suivent nos bottines, comme on dit. Il faut avoir confiance aux membres de notre équipe, de votre équipe, alors faire confiance aux gens qui sont là pour qu'ils puissent quand on leur fait confiance, ben, on leur donne aussi un peu plus de leadership et croire en la capacité de tous et de chacun d'être un leader. Alors, est-ce que comme on croit en l'éducabilité de nos élèves, on devrait croire que, que tous les membres de notre personnel ont la capacité de développer leur leadership et travailler dans ce sens pour les appuyer. Alors, une petite citation pour conclure la bille sur le leadership scolaire, pour ceux qui ont la chance d'entendre Marius Bourgeois, il dit toujours: «Tout le monde est un leader» et je trouve que cette simple phrase nous permet de bien voir le leadership partagé, de bien voir que dans notre équipe, il faut le favoriser parce qu'il y aura de la relève, on ne sera pas là toute notre vie, alors il faut favoriser aussi cette relève en leadership pédagogique. La dernière bille, la 5e et non la moindre, donc si on retourne au visuel ici, la dernière bille qui est engendrée,
c'est l'apprentissage professionnel. Donc, le but de l'apprentissage professionnel, c'est vraiment du développement professionnel quand autant pour nous, comme pour vous, comme direction ou comme enseignant, c'est d'apporter un changement dans les pratiques pédagogiques, apporter des changements dans nos pratiques comme leader, apporter des changements dans les pratiques pédagogiques de l'enseignant en salle de classe. C'est un autre but, c'est aussi d'apporter un changement dans les attitudes et les croyances pédagogiques. Et le troisième but, et qui nous ramène encore une fois à notre première bille, le but, c'est vraiment d'améliorer les résultats. Donc, si on active notre bille de l'apprentissage professionnel et qu'elle développe le leadership de notre équipe, qu'elle favorise la collaboration, qu'elle change nos pratiques et qu'elle touche la réussite de nos élèves, eh bien, l'apprentissage professionnel aura atteint son but d'améliorer au bout du compte la réussite des élèves. Du même sens que la réussite des élèves, les données sur les élèves engendrent, stimulent cette action. Alors ça, c'est les buts. Il reste le développement professionnel des enseignants, c'est encore le meilleur moyen qu'on dispose pour pouvoir, améliorer la qualité de l'enseignement, qu'on offre à nos élèves. Alors, c'est très important de le garder en considération. Et puis, dans toutes les recherches qui ont été faites, la synthèse de recherche, qui a été faite par, Carignan et ses collègues, Mario Richard, pardon, et ses collègues, touche les 5 principes qui favorisent l'efficacité du développement professionnel. Et je vais passer à travers ces 5 principes rapidement. Vous pourrez y retourner si vous voulez aller plus en profondeur. Mais quand on parle d'efficacité de développement professionnel, on dit que le développement professionnel devrait viser explicitement l'apprentissage des élèves et que ça devrait être évalué, les résultats devraient être évalués. Ce principe-là fait vraiment référence à cette première bille dont je vous ai présentée. Donc, notre développement professionnel doit viser ce qu'on veut améliorer chez nos élèves. Le deuxième principe, c'est que les activités le développement professionnel devrait être appuyé par des données probantes, alors comme les pratiques pédagogiques que l'on veut mettre en place, et devrait aussi être animé par des personnes dont l'expertise est reconnue. Troisièmement, le développement professionnel devrait prévoir une démarche d'accompagnement reposant sur le travail collaboratif. Alors, on peut faire du développement professionnel, c'est bien de considérer l'accompagnement et le travail collaboratif qui fait référence à la bille centrale dont on a parlé. Donc, la bille centrale, le travail collaboratif est aussi un accompagnement entre les enseignants pour favoriser les pratiques efficaces. De plus, le développement professionnel devrait être distribué dans le temps, donc pouvoir s'étaler sur une année scolaire ou sur une période plus longue, donc des formations avec de l'accompagnement. Et cinquièmement, le développement professionnel devrait être soutenu par une direction qui fait preuve de leadership, qui fait référence à la quatrième bille dont on vient de parler, donc est-ce que j'ai le leadership en place nécessaire pour pouvoir faire, fleurir, si on veut, le développement professionnel de notre équipe? Alors, il y a différents formats pour l'apprentissage professionnel et puis ça peut être un format qui est individuel, des lectures, des sessions, des formations que les enseignants suivent. Ça peut être des formations d'équipe école. Le travail collaboratif est aussi une forme d'apprentissage professionnel. L'accompagnement pédagogique est une forme d'apprentissage professionnel. La recherche-action, donc il y a différents formats. Il ne faut pas voir apprentissage professionnel comme une formation qui arrive là dans le temps et que c'est la seule formation qui va nous permettre d'améliorer nos pratiques. Non, il y a différents formats. Alors, quand on veut planifier efficacement, comme leader, l'apprentissage professionnel de notre équipe,
Eh bien, on peut se référer aux 5 niveaux d'évaluation du développement professionnel de Thomas Gosky, qui est une des personnes ayant fait le plus de recherches sur le développement, l'apprentissage professionnel des enseignants. Mais pour faire une planification, vous, comme leader pédagogique, vous devriez utiliser les 5 niveaux de Gosky à rebours. Donc, vous pouvez voir, j'ai mis la flèche à droite. Donc, quel est l'impact? D'abord, on va se questionner sur qu'est-ce qu'on veut. Je veux planifier du développement professionnel. Quels sont les défis et les forces des élèves? Qu'est-ce qu'on veut améliorer? Donc, on se réfère encore une fois à la réussite, les données et les preuves d'apprentissage chez nos élèves pour pouvoir euh, activer cette première bille. Ensuite de ça, on va au numéro 4 parce qu'on fait ça à rebours. On va se dire, OK, voici les défis qu'on veut adresser chez nos élèves. Quelles pratiques efficaces ou stratégies ou interventions voulons-nous mettre en place en salle de classe? Donc, qu'est-ce qu'on veut voir arriver concrètement dans les salles de classe pour améliorer ce défi? Au numéro 3, il faut se poser des questions sur de quelles ressources on a besoin. Alors, je sais c'est quoi les défis de mes élèves, je sais ce que je veux voir comme pratique dans ma salle de classe. Maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin comme ressources? Alors, pour soutenir ces pratiques-là, est-ce qu'on a besoin du développement professionnel? Et tout l'aspect soutien organisationnel, on revient encore une fois au rôle de la direction de dire qu'est-ce que je vais mettre en place pour soutenir ces pratiques-là. Est-ce qu'on a besoin d'un développement professionnel d'équipe? Quel matériel on a besoin pour y arriver? Est-ce qu'on a besoin du temps? Donc, est-ce que c'est à travers la structure collaborative on veut avancer dans ça? Et si c'est à travers une structure collaborative, où est-ce que je vais prendre le temps de mettre ça dans l'horaire, dans mon calendrier, dans le calendrier d'équipe pour qu'on puisse y arriver? Ensuite, au numéro 2, on se pose la question, que voulons-nous apprendre? Donc, c'est quoi qu'on veut apprendre? Une formation, on veut que la formation, on veut une formation de qualité, donc on veut des outils de qualité. Ce qu'on veut faire, c'est avoir des formations ou des outils qui sont appuyés par les données, qui comprennent une mise en application et possiblement que quand on parle ici d'apprentissage des participants, si on parle de l'apprentissage des enseignants, alors est-ce qu'on va avoir l'accompagnement nécessaire pour que nos enseignants fassent cet apprentissage? Et dernièrement, le dernier point, c'est est-ce que ce qu'on va mettre en place, est-ce que ça va être une bonne qualité de développement, d'apprentissage, de perfectionnement professionnel? Alors, ça, c'est la planification à rebours. Il faut aussi considérer qu'une fois qu'on a planifié à rebours ce qu'on voulait, il faut aussi évaluer ce qu'on fait. Donc, je le planifie de 5, 4, 3, 2, 1. Et ensuite, quand je le mets en place, cet apprentissage professionnel, je devrais l'évaluer en tenant compte des niveaux 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le modèle d'évaluation. Donc, est-ce que l'apprentissage professionnel, par exemple, est-ce que la formation, quelle est la réaction des participants? Vous pouvez voir dans le vert. Ensuite, qu'est-ce que les participants ont appris? Est-ce qu'ils ont appris ce que je voulais qu'ils apprennent? Est-ce que ce que je visais? Ensuite, il faut se questionner il faut évaluer, est-ce qu'on a mis le soutien organisationnel en place? Oui, ils ont appris ça dans une formation, mais est-ce qu'on a le soutien organisationnel? Est-ce qu'on a les ressources et le temps nécessaire pour le mettre en place, pour le faire vivre concrètement, cet apprentissage professionnel? Ensuite, je devrais aller évaluer, est-ce que ça s'est mis en application dans les salles de classe de mon école? Et dernièrement, avec les résultats des élèves, je vais mesurer, est-ce que ce qu'on a mis en place a eu un impact sur la réussite et le succès des élèves? Alors, je ne sais pas si c'est bien clair, mais on planifie à rebours et ensuite on passe à travers le processus pour évaluer ce que l'on met en place. Parce qu'on met du développement professionnel en place, il faut être capable de mesurer l'impact que ça a ultimement
sur la réussite des élèves. Donc, ultimement, comment on va activer notre première bille pour pouvoir s'assurer qu'il y a un momentum dans notre efficacité collective. Alors, débuter par réaction. Alors, la qualité de l'apprentissage, et vous voyez, c'est la dernière bille, c'est la bille du dernier bout. La qualité de l'apprentissage professionnel aura un impact sur le leadership pédagogique et quand on parle de leadership, il faut penser au leadership de tous, donc autant la direction que des membres de l'équipe. Donc, est-ce que ce développement professionnel aura un impact sur le leadership, ce qui nous permettra de maintenir le momentum de votre pendule, donc qui sera déjà mis en place. Alors, je termine avec cette citation. Eh bien, il n'y a qu'une façon d'apprendre et c'est par l'action. Et je trouve que cette citation colle bien avec l'action réciproque, le mouvement de ces 5 billes pour favoriser l'efficacité collective de votre équipe. Et si on enlève une de ces billes, évidemment que le pendule de Newton n'aura plus le même fonctionnement, il n'y aura plus le même momentum. Alors, c'est vraiment important de se pencher et de considérer chacune de ces billes et de voir comment je peux les mettre en place efficacement au sein de mon école pour favoriser mon, mon efficacité, l'efficacité collective de mon équipe. Alors, il y a plusieurs références ici. Donc, tout au long de la présentation, j'ai fait référence à plusieurs recherches. Donc, si vous voulez aller plus loin dans la lecture de ces recherches-là, dans ces documents-là, je les ai mis ici à la dernière page et puis vous pourrez vous y référer. Et si jamais vous avez des questions ou que vous souhaitez me contacter, il est possible de me contacter soit par l'entremise de Jigsaw Learning ou par le consortium provincial francophone. Alors, ce fut un plaisir et merci à vous tous d'avoir pris le temps d'écouter ma formation et d'avoir réfléchi à, à votre pendule de Newton et comment vous pourrez vous-même l'activer au sein de votre équipe école pour vraiment mettre en place une efficacité, faire vivre concrètement, je devrais dire, l'efficacité collective dans vos milieux scolaires. Alors, merci beaucoup à tous et bonne journée.